Le 23 juin 2026, une frappe russe par missile balistique a visé Kryvyi Rih, l'un des grands centres industriels de l'oblast de Dnipropetrovsk, faisant au moins 3 morts et 25 blessés, frappant la ville avec une ogive à sous-munitions à environ 11 heures locales. Le choix de l'armement est délibéré. Le chef du conseil de défense de la ville, Oleksandr Vilkul, a dénoncé l'usage de cette arme barbare, précisant que les victimes sont tombées dans un périmètre de 200 mètres les unes des autres. Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a formalisé une rupture rhétorique majeure en désignant l'Europe comme principale menace pour la paix mondiale dans le prolongement d'une tribune publiée dès le 19 juin intitulée « Ukraine, Europe et sécurité globale ». C'est dans ce contexte que les dirigeants des principales puissances militaires européennes ont annoncé leur réunion à Berlin pour le mercredi 24 juin, alors même que l'Europe cherche à s'affirmer comme acteur de premier plan dans le règlement du conflit. Les acteurs principaux, d'un côté, le Kremlin incarné par Poutine et Lavrov, désormais dans une posture d'accusation directe de l'Occident, de l'autre, une Europe en ordre de marche militaire croissant, et une Ukraine qui, simultanément, intensifie ses propres opérations. La même nuit, les forces ukrainiennes ont détruit un pont ferroviaire sur le canal de Crimée du Nord et frappé plus de 60 cibles militaires russes dans les territoires occupés. La désignation de l'Europe comme menace n'est pas un coup de tonnerre, elle est le produit d'une accumulation. Depuis 2022, l'Union européenne a progressivement abandonné son rôle de puissance essentiellement normative pour entrer dans une logique de soutien militaire actif. Les livraisons de systèmes d'armes lourds, les programmes de formation de soldats ukrainiens sur sol européen, les enveloppes financières sans précédent, tout cela a matérialisé ce que Moscou perçoit comme une co-belligérance de fait. La tension structurelle est constitutionnellement russe. Le format de l'opération militaire spéciale, OMS, instauré en février 2022, impose des contraintes opérationnelles et rhétoriques aux forces armées russes. Ce format interdit notamment la mobilisation totale, plafonne juridiquement les objectifs déclarés et empêche Moscou d'assumer officiellement être en guerre avec l'Occident. Or, cette contrainte est devenue un verrou que des voix internes, correspondants militaires, nationalistes radicaux, cherchent à faire sauter. Lavrov a par ailleurs rejeté les 5 conditions présentées par les 3 principales puissances européennes le 7 juin 2026, conditions qui avaient été réaffirmées sans modification lors d'une réunion tenue le 11 juin au ministère russe des Affaires étrangères, signalant une impasse diplomatique structurelle. Plusieurs éléments concourent à expliquer pourquoi cette semaine est un point de bascule. Premièrement, les frappes ukrainiennes massives sur Moscou, les 18 et 19 juin 2026, présentées comme les plus importantes sur la capitale depuis le début du conflit, ont provoqué une humiliation stratégique inacceptable pour le Kremlin. Ces attaques ont causé des dégâts importants à Kiev en retour, notamment sur le monastère des grottes de Kiev, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxièmement, la réunion militaire européenne de Berlin, fixée au 24 juin, constitue pour Moscou une provocation temporelle évidente. En désignant l'Europe comme ennemie la veille même de cette conclave, la Russie entend peser psychologiquement sur ses délibérations. Troisièmement, les pressions internes, des groupes de blogueurs militaires et d'officiers ont multiplié les appels à transformer l'OMS en véritable état de guerre, jugé insuffisamment décisive. Cette pression de la base nationaliste contraint le Kremlin à des signaux de durcissement. Légitimité constitutionnelle et institutionnelle. La Russie opère formellement dans le cadre de son droit constitutionnel, mais l'OMS demeure un instrument juridiquement hybride. Une déclaration de guerre formelle nécessiterait un vote du Parlement et une révision de doctrine, ce que Poutine a jusqu'ici évité, préservant sa marge de manœuvre. Légitimité populaire et militariste. Du côté russe, une frange nationaliste croissante remet en cause la modération opérationnelle du Kremlin. Elle incarne une légitimité du radicalisme guerrier. Du côté ukrainien, la résistance populaire maintient une légitimité de survie nationale qui renforce le soutien international. Légitimité morale et historique. Moscou mobilise la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Guerre patriotique pour légitimer l'idée d'une menace existentielle occidentale.
L'Europe, de son côté, mobilise le droit international et les résolutions de l'ONU. Ces légitimités ne se neutralisent pas, elles s'alimentent mutuellement dans une dynamique d'escalade rhétorique. La Russie mène ce conflit dans un contexte de tensions économiques croissantes après plus de 4 ans et demi de guerre. Les sanctions occidentales ont contraint Moscou à des réorganisations industrielles profondes mais sans effondrement. La Russie a développé une économie de guerre fonctionnelle, au prix d'une dépendance accrue à la Chine et à des États contournant les sanctions. Sur le plan géopolitique, 3 pôles structurent le jeu. L'Europe, qui monte en puissance militaire autonome, les États-Unis, dont Lavrov a affirmé qu'ils renoncent à leur rôle de médiateur impartial en intensifiant les sanctions contre la Russie, et la Chine, qui maintient une posture ambiguë de soutien économique sans engagement militaire direct. L'Ukraine estime avoir obtenu le soutien de la Maison-Blanche pour une campagne visant à forcer la Russie vers de véritables négociations, le président Trump ayant privément encouragé Zelensky à agir plus audacieusement. L'Europe se positionne en bloc cohérent autour de la réunion de Berlin. Cette consolidation est, selon les observateurs, une réponse directe au désengagement partiel américain. L'Ukraine, de son côté, intensifie spectaculairement ses frappes en profondeur, ciblant désormais des infrastructures logistiques critiques en Crimée. Du côté russe, la rhétorique de Lavrov vise à fédérer l'opinion publique interne autour d'un ennemi élargi, tout en préparant le terrain à une possible révision doctrinale. Les correspondants militaires pro-guerre qui appellent à faire la vraie guerre représentent une pression interne croissante que le Kremlin ne peut ignorer sans risquer de perdre sa base nationaliste. La question centrale est celle du format légal du conflit. L'OMS est un cadre sui generis qui permet à la Russie de conduire des opérations militaires sans déclaration formelle de guerre, préservant certains équilibres économiques, sociaux et politiques internes. La désignation de l'Europe comme menace mondiale est un acte rhétorique qui prépare constitutionnellement et psychologiquement le passage éventuel à un format élargi. Il existe ici une zone grise juridique exploitée délibérément. En accusant l'Europe d'être l'instigatrice du conflit, Moscou se prépare à justifier une réponse non plus limitée au théâtre ukrainien, mais potentiellement étendue à d'autres dimensions. Cette rhétorique anticipe et précède la modification doctrinale, sans encore la consommer. Réunion de Berlin produit un cadre de cessez-le-feu partiel. Les États-Unis maintiennent une pression diplomatique suffisante pour contraindre Moscou à des pourparlers. La rhétorique de Lavrov demeure au stade de l'avertissement sans traduction opérationnelle majeure. Indicateurs à surveiller, annonce de canaux diplomatiques secrets, gel des livraisons d'armes lourdes, réduction du rythme des frappes. Moscou procède à une révision partielle du format de l'OMS, élargissant sa doctrine sans déclaration formelle de guerre. Les frappes s'intensifient sur les infrastructures critiques ukrainiennes et des incidents impliquant des équipements européens en Ukraine se multiplient. Indicateurs à surveiller, mobilisation partielle supplémentaire en Russie, frappe sur des convois d'armes identifiés comme européens, changement de langage officiel au Kremlin. La Russie déclare formellement la guerre et désigne l'OTAN comme belligérant. Un incident impliquant du personnel militaire d'un pays de l'Alliance déclenche l'article 5. La confrontation directe Russie-Europe devient réalité. Indicateur à surveiller, frappe sur le territoire d'un État membre de l'OTAN, décision formelle de mobilisation générale russe, rupture totale des canaux diplomatiques restants. Cette configuration présente des analogies troublantes avec plusieurs moments historiques. La désignation progressive de l'ennemi par Moscou rappelle la doctrine soviétique de l'encerclement impérialiste des années 1940 à 1950, utilisée pour justifier l'expansion militaire sous couvert de légitime défense. Plus récemment, la dynamique de la guerre de Corée, 1950 à 1953, offre un précédent. Ce conflit a commencé comme une guerre bilatérale avant de se transformer en confrontation proxy multilatérale avec des risques constants de débordement. La rhétorique russe suit une logique comparable de requalification progressive du champ de bataille. La comparaison avec le modèle Poutine-Medvedev est ici pertinente non pour sa dimension institutionnelle, mais pour sa logique de façade. Moscou maintient une ambiguïté juridique entre un format modéré officiellement affiché et des décisions de fond plus radicales prises en coulisses.
Cette lecture reste contestée par ceux qui estiment que la pression interne nationaliste impose au Kremlin une posture plus agressive qu'il ne le souhaiterait réellement. Plusieurs zones d'ombre subsistent. D'abord, les délibérations effectives de la réunion de Berlin du 24 juin demeurent inconnues. Les conclusions de ce sommet pourraient modifier substantiellement les dynamiques analysées ici. Ensuite, l'état réel de l'opinion publique russe, par opposition à sa représentation officielle, reste opaque, les sondages indépendants y étant impossibles. Les appels des correspondants militaires à l'escalade sont documentés, mais leur poids réel sur la décision politique est difficile à mesurer. Il convient aussi de signaler le biais structurel des sources disponibles. Les médias ukrainiens et occidentaux surreprésentent les perspectives pro-Ukraine, tandis que les sources russes officielles opèrent dans un registre rhétorique dont la sincérité ne peut être vérifiée. L'analyse présentée ici s'efforce d'équilibrer ces perspectives, sans toutefois prétendre à une neutralité absolue dans un conflit qui polarise profondément l'espace médiatique mondial. La désignation de l'Europe comme menace mondiale principale par Lavrov marque-t-elle une véritable rupture doctrinale préparant une guerre élargie, ou s'agit-il d'une manœuvre rhétorique destinée à diviser l'alliance transatlantique en jouant sur les divergences entre une Europe désireuse d'en découdre et des États-Unis cherchant une porte de sortie négociée? En d'autres termes, Moscou cherche-t-il à étendre le conflit ou à le complexifier suffisamment pour en imposer les termes de sortie?